Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour Luis Quintana Murci, et vous êtes scientifique de renom, vous êtes généticien, professeur au Collège de France, vous occupez la chaire de génomique humaine et d'évolution, vous dirigez l'unité de génétique évolutive humaine à l'Institut Pasteur, dont vous avez été le directeur scientifique, membre de l'Académie des sciences. Votre spécialité, c'est l'étude de la diversité du génome à travers les populations humaines et la relation donc que l'on peut faire avec les maladies infectieuses. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le début de l'épidémie de Covid, je cherche à vous inviter parce que on voit qu'il y a une différence dans la manière dont le Covid affecte les populations. Mais avant que l'on évoque ce thème, j'aimerais que vous nous présentiez la génétique des populations. Qu'est-ce que ça signifie? En quoi cela consiste? Donc la génétique de population est simplement l'étude de l'ADN de chacun de nous. N'oublions pas que nous sommes un mosaïque, c'est-à-dire notre ADN, c'est le mosaïque de nos parents, nos grands-parents. Et la génétique des populations étudie donc la diversité de l'ADN des personnes d'aujourd'hui pour retracer quelque part d'où nous venons, nos origines, nos métissages et de quelle façon cette diversité de nos génomes aujourd'hui est responsable de certaines maladies. C'est-à-dire que si je prends par exemple un bout de votre ADN, eh bien, Oui. je vais pouvoir retracer qui sont vos ancêtres, Luis Bien Quintana, sûr. merci. Il y a un certain moment, vos ancêtres et nos ancêtres vont se rejoindre et finalement, l'humanité entière se rejoint en Afrique. La génétique de population nous permet d'aller en arrière et remonter notre passé jusqu'à nos origines, à nous tous, récentes en Afrique. Mais alors, justement, qu'est-ce qu'une population à cet égard, dès lors que l'on sait que les races n'existent pas? Comment peut-on regrouper les humains entre eux, Luis Quintana Murci? Finalement, parce que les humains ne sont qu'une gradation de diversité génétique. Les races seraient si les Africains et les Européens et les Asiatiques étaient complètement différents. Comme si vous prenez des bergères allemandes, des caniches et des dobermans. Or, c'est pas comme ça. Chez l'espèce humaine, on a une gradation de diversité et c'est vraiment difficile de distinguer d'une façon, avec une rupture, les populations humaines. Et alors, si l'on prend par exemple deux personnes prises au hasard en France, puis une personne au hasard en France et dans un autre pays, un pays éloigné, qu'est-ce que l'on pourrait observer? Il y a plus de différences génétiques entre deux personnes prises au hasard dans la population générale que, c'est-à-dire en France par exemple, que si vous prenez un Français et un Sénégalais. Chez l'espèce humaine, les plus grandes différences génétiques sont que entre individus, pas entre populations, ce qui démontre, en tout cas d'un point de vue biologique, le concept de race chez l'espèce humaine. Bon, mais alors, on se rencontre en lisant par exemple votre livre Le peuple des humains sur les traces génétiques des migrations, métissage et adaptation, livre que vous publiez aux éditions Odile Jacob, Luis Quintana Murci, qu'il y a des facultés étranges parmi les hommes. Il y a par exemple une tribu qui a la possibilité de rester en apnée 13 minutes. Exactement. Ça, 13 minutes, c'est très long. C'est énorme et ça montre l'extraordinaire capacité d'adaptation à l'environnement de l'être humain. Les Bajo, c'est un groupe ethnique d'Indonésie qui passe environ 60% de son temps en apnée, sous la mer, parce qu'ils chassent en apnée, ils pêchent en apnée. Ils ont développé une rate beaucoup plus grande qui leur permet d'accumuler des globules rouges, en gros être plus oxygénés, ce qui leur permet de ne pas devoir sortir à respirer hors de l'eau. Donc c'est une faculté d'adaptation immense. Bon, mais alors, eux, par exemple, ils sont très différents de nous. Enfin, je ne connais pas vos performances sous l'eau, je connais les miennes. Et donc, ça signifie qu'ils sont très différents. Et donc, même si on n'a pas affaire à une race, est-ce qu'on peut dire qu'on a affaire à un groupe qui est très distinct? Ou bien c'est seulement sur cette faculté de rester sous l'eau? Exactement. C'est ce que j'explique dans ce livre. C'est que chacune des différentes populations humaines, une fois ils quittent l'Afrique, chacune a dû s'adapter à différents environnements, que ce soit différents environnements climatiques, différentes ressources nutritionnelles et différents pathogènes. Or,
comme espèce, on est tous très semblants, mais ponctuellement, on peut avoir des caractéristiques qui ont permis plutôt aux Européens de digérer le lait, plutôt à certains Africains de résister mieux que nous au paludisme, et plutôt à certains Asiatiques du Sud-Est de mieux résister à certaines autres infections virales. Alors, puisque vous évoquez ces infections virales et que l'on évoque depuis des jours, hélas, ici même, la question du Covid, on l'a vu, il y a une inégalité des êtres humains face au Covid. Certains sont durement touchés, d'autres le sont de manière beaucoup plus légère. C'est lié, ai-je cru comprendre, à ce que vous appelez le chromosome 3. Qu'est-ce que le chromosome 3 ? Entre autres, n'oublions pas que les 3 grands facteurs aggravants du Covid ne sont pas génétiques. C'est l'âge, être un homme et être en surpoids. Ce sont les grands facteurs de risque. Mais une fois on élimine ces 3 facteurs de risque, pas toutes les personnes, pas tous les hommes âgés meurent du Covid. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que par exemple, les Asiatiques de l'Est, ça fait au moins 25 000 ans qu'ils ont été exposés à des épidémies de coronavirus. Raison pour laquelle ils sont plus adaptés au coronavirus que les Européens et les Africains. Et ce que j'explique dans ce livre, c'est une histoire extraordinaire qu'on doit à Néandertal. N'oublions pas que vous et moi, et en tout cas toutes les personnes sur Terre d'origine non africaine, on a environ 2% de notre génome qui vient de l'homme de Néandertal. Nos ancêtres se sont métissés. Donc l'homme de Néandertal, c'est notre cousin. Notre cousin. Quand les premiers sapiens viennent d'Afrique en Europe il y a 50 000 ans, ils vivent environ 5 000 ans avec l'homme de Néandertal, avec qui ils se métissent et avec qui ils ont des enfants. C'est-à-dire que si, d'aventure, on pouvait trouver encore des hommes et des femmes de Néandertal, on aurait la possibilité d'être interfécond avec eux, Louis Quintana Murcie. Exactement. Il y a des gens qui vont plus loin que ça et ils disent que Néandertal n'est jamais disparu. Parce que simplement, on s'est fondu avec Néandertal et le Néandertal qu'il y a en vous et en moi est toujours là. Mais ce que c'est extraordinaire, c'est que grâce à ce métissage, ce premier grand métissage des Européens en particulier avec Néandertal, on a acquis des mutations qui nous ont permis de mieux résister au virus à l'époque. Mais il y a un petit cadeau empoisonné. Et c'est que ce qui était avantageux il y a 40 000 ans ne l'est pas nécessairement aujourd'hui. Il y a cette région dont vous parlez dans le chromosome 3. Donc, en Europe, on est porteur à 16% des Européens. Et cette région du chromosome 3 augmente de 60% le risque de développer un Covid sévère. Et cette région est absente chez les Asiatiques de l'Est. Mais alors, est-ce que l'on peut comprendre pourquoi ? Puisque donc, les deux théoriciens que vous utilisez particulièrement sont Darwin et Mendel. Ça ne serait pas d'ailleurs inutile que vous nous présentiez en quoi les enseignements de Darwin et de Mendel vous sont encore très utiles, Louis Quintana Murcie. La génétique des populations résulte quelque part de ces 2 pionniers. C'est les sciences, d'une part de l'évolution, donc Darwin, et d'autre part de la génétique, donc Mendel. Et voilà, c'est ça la question. Sur Darwin, je pense que là aussi, il faut expliquer en quoi Darwin, ça n'est pas Lamarck, autrement dit, en quoi Darwin, c'est une adaptation et le hasard. Bien sûr. Darwin, c'est quelque part l'adaptation au milieu. Si vous et moi résistons mieux que notre voisin au Covid, imaginons que le Covid tuait beaucoup, nous aurions plus d'enfants et nous transmettrons à nos enfants cette résistance au Covid. Donc petit à petit, l'espèce ou la population sera plus résistante. C'est-à-dire que l'on peut imaginer que les habitants d'Asie, ayant été confrontés à plus de coronavirus que nous, eh bien, ce sont ceux qui ont eu des résistances vis-à-vis donc de ce coronavirus, une immunité, en réalité une immunité acquise, qui ont survécu plus que les autres, c'est cela, Louis Quintana Murcie ? Une immunité acquise et innée. C'est-à-dire comme les Asiatiques, ça fait au moins 25 000 ans qu'ils sont exposés au coronavirus, à la base, sont déjà plus adaptés au coronavirus. En Asie de l'Est, par rapport au nombre de cas, il y a beaucoup moins de morts, surtout en Asie du Sud-Est. Or, il y a évidemment des facteurs socioculturels.
un management différent de l'épidémie, d'autres règles socioculturelles. Malgré ça, il y a trop peu de morts par rapport au nombre de cas. Il y a plusieurs déjà études génétiques et autres qui suggèrent que c'est qu'ils sont simplement plus adaptés au coronavirus que nous. Mais alors, est-ce qu'il serait possible, par exemple, de prendre, je ne sais pas, de l'ADN et de savoir dans quelle mesure, vous, moi, nous serions plus immunisés ou plus aptes à nous défendre contre le coronavirus? Oui, et c'est exactement ce que j'explique dans ce livre, parce que une des choses que moi j'ai tenais à cœur dans ce livre, c'était pas faire un livre sur les migrations humaines, sur les origines de l'homme, sur nos relations au virus ou au Covid. C'était simplement retracer les 60 000 dernières années d'histoire de l'homme, de la sortie d'Afrique jusqu'au peuplement de la Polynésie, jusqu'à aujourd'hui, avec le Covid et la médecine de précision. Alors, on va revenir sur la médecine de précision. Donc, on a compris le lien avec Darwin, le lien avec Mendel. On n'est pas des petits pois et néanmoins, il y a des processus de sélection génétique. En quoi ceci façonne l'espèce humaine? Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui depuis qu'on a décrypté le génome? Parce que c'est une grande aventure que vous retracez dans le peuple des humains. Qu'est-ce que le fait d'avoir réussi à décrypter ce génome nous permet de savoir aujourd'hui, Louis Quintana Murcie? Depuis 2000 ans, le génome humain a été séquencé. Et ce livre, c'est les 30 dernières années de génomique humaine et ce qui nous permet aujourd'hui de savoir qu'on ne savait pas jusqu'à il y a 10-15 ans. Un exemple très concret. Jusqu'à il y a 15 ans, on n'avait aucune idée que notre espèce Homo sapiens s'était métissée avec l'homme de Néandertal. Jusqu'à il y a 10 ans, on savait encore moins que les peuples d'aujourd'hui du Pacifique, ils peuvent avoir jusqu'à 4% de matériel dénisovien dans leur génome. Qu'est-ce que c'est les Denisova? Qui sont les Denisoviens? Les Denisoviens, c'est un peu le cousin asiatique des Néandertaliens. Donc ça, c'est des choses qu'on ne savait pas. On ne savait pas non plus qu'on était si métissés que ça. Même vous et moi, en apparence européens, les Européens, on est des métis d'au moins 4 peuples différents. Mais alors, si l'on continue là-dedans, donc on voit qu'il y a différentes mutations, certaines sur des facultés particulières, celles de rester sous l'eau longtemps, d'autres qui peuvent consister en la résistance à des coronavirus ou à des virus tout court. Est-ce que, par exemple, quelque chose comme les vaccins ARN pourraient provoquer une mutation plus rapide du génome, Louis Quintana Murcie? À ma connaissance, il n'y a aucune évidence que ça puisse arriver. Mais alors, si, par exemple, on considère que les vaccins vont donner une immunité, alors cette fois-ci, ça n'est pas une immunité innée, mais une immunité acquise, est-ce que, par exemple, on peut fragiliser l'espèce humaine parce que nos descendants seront moins aptes à se défendre seuls contre d'autres virus, d'autres coronavirus? Ça, c'est un débat immense sur le progrès de la médecine. Moi, la seule chose que je peux vous dire, qu'il y a 100 ans, en Europe, juste le 38% de la population arrivait à 40 ans. Aujourd'hui, en Europe, 98% de la population arrive à 40 ans. Pourquoi? Vaccins, antibiotiques, hygiène. Certes, la médecine moderne altère un peu la sélection naturelle, mais la sélection naturelle pure et dure, je ne souhaite pas la vivre, parce que c'est qu'ils se crèvent les faibles. Donc je pense que les grands progrès de la médecine, c'est nous permettre à tous de continuer à vivre. Bon, mais à toute chose, il y a un revers de la médaille. Est-ce que, par exemple, le fait, on a pu le lire, qu'il y ait de plus en plus de mesures d'hygiène dont le sens et l'utilité n'est pas contesté, est-ce que ça ne provoque pas aussi d'autres choses comme, par exemple, je ne sais pas, des allergies ou des choses qui montrent que finalement, l'espèce évoluant, eh bien, il y a des conséquences à ces évolutions? Ça, c'est quelque chose que j'ai dédié un chapitre dans le livre. C'est ce que j'appelle l'arme à double tranchant. Notre système immunitaire a vécu 99% de son temps comme espèce en devant lutter contre les agents pathogènes. Jean-François Bach, un immunologiste de Necker, a montré d'une façon très élégante qu'en Europe, le moment où les maladies infectieuses commencent
à décroître, c'est exactement le moment où les maladies auto-immunes, les allergies et les maladies inflammatoires commencent à augmenter. Mais alors, justement, parce que Darwin ne donne pas un sens à ces évolutions, mais il permet de comprendre la fonction de certaines évolutions. Est-ce que vous comprenez dans cette perspective, vous, Luis Quintana Murci, qui vous intéressez à la génétique des populations, en quoi c'est utile pour l'évolution que l'on soit, par exemple, allergique à la cacahuète? Ça, c'est pas utile. Ça, c'est un effet secondaire de quelque chose d'autre. Mais alors, cet effet secondaire, comment le contextualiser dans l'évolution de l'espèce humaine? L'évolution et la sélection naturelle agissent aujourd'hui et à un moment donné. On peut avoir au passé s'adapter à une maladie infectieuse donnée, mais du moment où cette maladie disparaît, cette suractivation de votre système immunitaire, à ce moment-là, peut se retourner contre vous. La sélection n'a pas aidé la maladie auto-immune ou l'allergie au gluten ou aux cacahuètes. Ce sont des effets secondaires de la sélection par le passé sur d'autres choses. Une grande partie des mutations de nos gènes sont liées à la rencontre de nos ancêtres avec les virus, Luis Quintana Murci. Là aussi, qu'est-ce que l'on peut dire à cet égard? On peut dire que probablement les virus, entre les différents agents infectieux, bactéries comme la tuberculose, parasites comme le paludisme et virus comme le SARS-CoV-2 à la base du Covid-19, on a montré, il y a en grande partie mon laboratoire à l'Institut Pasteur, et je l'explique très bien dans ce livre, que le métissage avec Néandertal nous a donné, comme je disais, des mutations qui nous ont permis de résister au virus. Et pas que ça. Les virus, par exemple, il y a une étude de l'université de Stanford qui a pris tous les gènes de notre génome qui interagissent avec les virus. Et ils se sont demandé, est-ce que ces gènes sont enrichis en composants néandertal? Et la réponse est, dans notre génome d'aujourd'hui, la réponse est oui, notamment les gènes qui reconnaissent les virus ARN dans la grippe et le Covid-19. Et alors, est-ce que ça a un sens pour vous, l'immunité collective, Luis Quintana Murci? Est-ce que le fait qu'une population devienne ou se dote d'une immunité acquise, donc là, en l'occurrence, est-ce que cela peut arriver? Est-ce que vous pensez que ça va arriver bientôt pour le SARS-CoV-2? Je l'espère, ça me paraît simplement un acte de civique et social. Et surtout, ça va empêcher, plus on est vacciné, ça va empêcher qu'il y ait des nouvelles variantes qui arrivent. Ah oui, donc pour vous, en fait, cette immunité acquise, elle doit passer avec la vaccination et non pas avec le fait d'être exposé simplement au coronavirus. Pour moi, la vaccination, c'est le plus sûr, plus civique et plus généreux. On va continuer d'évoquer la génétique des populations avec vous, Luis Quintana Murci. On va évoquer, par exemple, puisque certains de nos auditeurs sont en train de prendre leur petit déjeuner, pourquoi le fait d'être intolérant ou pas au lait est une manière de lire les populations et leur histoire. Le peuple des humains sur les traces génétiques des migrations, métissage et adaptation, c'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions Odile Jacob. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. En attendant, il est 8h sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et à 8h22, nous retrouvons notre invité, un scientifique de renom, Luis Quintana Murci. Vous êtes généticien, professeur au Collège de France. Vous occupez la chaire de génomique humaine et d'évolution. La génétique des populations, c'est une discipline qui permet notamment de comprendre l'ADN, l'histoire de l'ADN. Pourquoi, par exemple, certains groupes humains sont capables de rester 13 minutes sous l'eau. Pourquoi d'autres groupes humains résistent mieux au Covid-19. Mais avant d'évoquer votre discipline, malgré tout, immédiatement après le billet politique, il y a eu des annonces hier d'Emmanuel Macron, un grand plan favorisant l'innovation avec le développement notamment de biomédicaments. J'aimerais savoir, Luis Quintana Murci, en tant que chercheur, comment vivez-vous au quotidien les questions budgétaires? Parce que j'imagine qu'elles se posent aussi. Bien sûr, très mal. Très mal, parce que même si la France se porte mieux, heureusement, que l'Espagne ou l'Italie, elle se porte beaucoup moins bien que l'Allemagne, l'Angleterre, pour ne pas parler des États-Unis. Vous mentionnez mes titres de professeur au Collège de France et à Pasteur, qui montrent quand même que mon laboratoire, depuis 20 ans, nous n'avons pas chômé. Moi, ça fait 4 ans que j'obtiens
aucun financement de l'Agence nationale de la recherche française. Tandis que j'ai eu une ERC, que c'est un des financements les plus prestigieux en Europe. Ça vient du Conseil européen de la recherche. C'est catastrophique. Et moi, que je suis un grand fan, et je pensais, et je le suis toujours, de Macron, là, il a continué à se comporter comme les autres. La recherche fondamentale, qui est la base de la bonne recherche médicale aussi, pas beaucoup d'argent. Mais alors c'est un peu étrange parce que j'ai cru comprendre que vous travaillez sur l'immunité des populations, ce qui doit avoir un lien peut-être avec le Covid-19. Oui, j'obtiens l'argent de l'Institut Pasteur, du Collège de France, de la Fondation pour la recherche médicale, de la Fondation de France, mais de l'État, non. Et le pire, les raisons qu'on me donne, projet pas intéressant et manque d'hypothèses claires, l'ANR. Je viens de le publier à Nature, ça. Ça veut dire que si vous étiez aux États-Unis, vous auriez plus de facilité. Qu'est-ce qui fait qu'un chercheur, dans le contexte que vous décrivez, Louis Quintana Murcy, demeure en France alors que manifestement certains problèmes de financement se posent de manière aiguë dans notre pays? Parce que c'est un pays où il y a une énormissime créativité. Et c'est mon choix. J'ai le choix d'avoir pu vivre ici. J'ai le choix d'être devenu français juste par romantisme et par respect au pays où je suis, parce que je paye mes impôts, parce que je veux choisir en politique. Je continuerai à habiter ici parce que c'est mon vrai choix, mais il continue d'y avoir un vrai problème de financement de la recherche fondamentale. Et pensez-vous que les choses puissent changer dès lors que l'on voit que cette recherche en France, elle nous est évidemment indispensable? On n'a pas réussi à trouver de vaccin, ce qui pose différents problèmes, des problèmes à notre ego national, mais pas uniquement à notre ego national. Et justement, vous qui êtes en lien avec l'Institut Pasteur, comment expliquer que la France n'ait pas trouvé de vaccin alors que d'autres pays, eux, en ont trouvé un? Je ne suis pas spécialiste de ça, je ne me permettrai pas de parler de ça. Il y a Arnaud Fontanet, Simon Cojmès, des gens qui sont bien plus pertinents que moi de parler de ça. En revanche, ce que je pense que c'est un frein immense en France, c'est l'administration. On est suradministré. Pour bouger un stylo d'ici, ici, 2 centimètres, il faut passer par 56 institutions qui vont vous dire si vous pouvez le faire ou pas. Il y a une recherche clinique, il y a une recherche sur l'humain. La France est précaution totale. Donnez-nous des exemples. Dans votre quotidien, qu'est-ce que ça veut dire? Un exemple très clair, j'ai eu un financement de la communauté européenne il y a 5-6 ans pour travailler sur les différences d'immunité entre populations humaines. Je devais recruter d'individus pour avoir leur ADN. Les gens me disent « Mais pourquoi tu les as recrutés en Belgique et pas en France ?» Parce que c'est beaucoup plus simple que demander aux 300 institutions françaises leur bénédiction. Et c'est la raison pour laquelle vous trouvez qu'il y a beaucoup trop de pesanteur en France. Mais immense. C'est saoulant, excusez-moi. Toujours une réaction à des thèmes politiques. J'ai cru comprendre qu'il y avait une théorie qui évoquait un grand remplacement des populations. Vous qui travaillez sur l'histoire des populations, qu'est-ce que vous en pensez du grand remplacement, Louis Quintana Murcy? Déjà, l'expression, à moi, me fait froid dans le dos. Mais après, on peut voir le côté, le remplacement, le métissage, c'est quelque chose qui n'est pas inventé d'aujourd'hui. Ça existe depuis qu'on existe comme espèce. Je vous rappelle qu'on est tous métissés. Ça va continuer. Qu'est-ce que ça veut dire métissé pour vous, vous qui êtes spécialiste de génétique des populations? Métissé, ça veut dire qu'il n'y a pas de population pure, avec tout le côté subjectif de pureté. Comme je vous disais, même en Europe, même si on exclut les potentiels métissages récents qu'on pourrait avoir en France même, avec des populations d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, même si on exclut ça, déjà les Européens purs, entre guillemets, je mets 300 guillemets, on est les résultats de 4 peuples différents. Lesquels? Le 2% de Néandertal, les premiers chasseurs-cueilleurs qui sont arrivés d'Afrique il y a 50 000 ans, les agriculteurs qui viennent de Moyen-Orient il n'y a que 10 000 ans, plus les peuples qui viennent de l'Europe de l'Est il n'y a que 4 000 ans. Ça sont les Européens d'aujourd'hui.
Et alors, lorsque vous décryptez le génome, est-ce que, par exemple, la couleur de peau, c'est important? Ça représente quoi sur ce génome que l'on a mis 30 ans à décrypter, Luis Quintana Murci? Dans un des chapitres de mon bouquin, j'explique ça. La couleur de peau, c'est une adaptation à l'environnement. Quand nos ancêtres sapiens africaines viennent en Europe, il y a 50 000 ans, ils commencent à se dépigmenter parce qu'il y a beaucoup moins de soleil et pour la synthèse de la vitamine D, ça se fait via la peau. Il y en a besoin de perdre cette pigmentation pour pouvoir synthétiser la vitamine D. Et grâce à l'ADN ancien d'ailleurs, l'ADN fossile, on a su que les premiers Européens étaient encore de peau foncée, mais aux yeux bleus. C'est-à-dire les yeux bleus sont arrivés avant la perte de la pigmentation de la peau. Aujourd'hui, il est possible, grâce à certains sites, d'avoir rapidement un test ADN qui vous permet de savoir quelle est votre origine. Quelle est la signification justement lorsqu'on parle d'origine dans ce contexte-là? Et puis, comment procèdent ces sites? C'est un long débat. C'est-à-dire, ça pour moi, c'est la génétique récréative. Vous avez envie de savoir quels sont vos ancêtres et d'une façon plus ou moins correcte, ils vont vous dire, vous êtes, qu'est-ce que j'en sais, un peu européen du Nord, vous avez quelque chose d'Europe du Sud, mais c'est tout, c'est de la génétique récréative. Ouais. Mais justement, qu'est-ce que ça veut dire pour ces sites récréatifs, comme vous dites, Ouais. d'être d'Europe du Sud? Est-ce qu'on a une possibilité de savoir ce qu'est un génome, je ne sais pas, d'Espagnol du Sud ou Bien. d'Italien du Nord? Non, il faut distinguer ce que vos gènes par rapport aux origines, que c'est votre question précise. Si vous dites « mes origines ne sont pas nécessairement ce que mes gènes disent », c'est-à-dire notre ADN nous dit qui sont nos ancêtres. Mais après, vous pouvez vous sentir ce que vous voulez. C'est culturel. C'est là la frontière entre la biologie et la culture. Mais alors, toujours si on prend cette frontière entre la biologie et la culture, on évoquait tout à l'heure des peuplades qui ont la faculté, par exemple, de rester très longtemps sous l'eau. Ouais. Vous disiez 13 minutes. Est-ce qu'il est possible aussi d'associer certains traits, des traits de population à des traits de caractère? Je ne sais pas, par exemple, est-ce qu'une population peut être qualifiée de calme ou de pas calme, de violente ou de pas violente? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous trouvez ou bien au contraire, vous êtes relativement défiant? Je suis un peu méfiant d'ailleurs. Je n'ai pas vu des études génétiques sérieuses qui montrent des relations entre certains traits génétiques de notre génome et notre personnalité. Et notre comportement à l'échelle individuelle, est-ce que vous pensez qu'il est lié? Dans quelle mesure est-il lié? Parce que là aussi, lorsqu'on évoque Darwin, eh bien, on a tendance à faire bien vite du darwinisme, voire du darwinisme social. Où est-ce qu'il faut s'arrêter selon vous, Luis Quintana Murci? Selon moi, et ça m'engage que à moi, notre personnalité est évidemment en grande partie que quelque chose de culturel et d'acquis. Ce qui veut dire que finalement la dimension génétique, et c'est vous qui le dites, est relativement secondaire dans la manière dont on se comporte? Bon, la génétique n'est pas tout, hein. La génétique, c'est mon métier. Mais je ne veux pas dire que la génétique fait qu'on est une boîte à gènes. On n'est pas que une boîte à gènes. On est une boîte à gènes avec une culture et un environnement. Bon, il y a quand même des comportements qui sont imposés par la génétique, et parmi les choses que vous évoquez dans votre livre « Le peuple des humains », publié aux éditions Odile Jacob, il y a, et ça va intéresser tous ceux qui prennent encore leur petit déjeuner à 8h32, il y a par exemple la faculté d'être ou non intolérant au lait. Qu'est-ce que ça signifie et comment ça fonctionne? Alors, notre état naturel est ne pas pouvoir boire du lait, ne pas pouvoir digérer le lait après la période de sevrage. Mais une mutation est apparue il y a environ 10 000 ans en Europe qui fait qu'aujourd'hui, environ 50% des Français peuvent continuer à digérer le lait à l'âge adulte. Et donc, cette mutation, par sélection naturelle, est augmentée en fréquence parce que les gens qui pouvaient boire du lait étaient avantagés dans des périodes de famine, que c'est 95% de notre histoire, par rapport à ceux qui ne pouvaient pas digérer le lait. Et on trouve aujourd'hui certains pays, en Scandinavie, c'est 95% de la population ont cette mutation qui leur permet de boire du lait à l'âge adulte. C'est un des exemples les plus éclatants d'adaptation biologique à une ressource nutritionnelle comme c'est le lait.
Mais alors, si aujourd'hui, cette mutation, elle n'a pas lieu d'être, puisque pour l'instant, toujours du bois, nous n'avons pas de problème de famine, Luis Quintana Murci, donc cette adaptation, elle n'a plus véritablement de rôle. Est-ce qu'elle pourrait disparaître? Bon, déjà, pour qu'elle disparaisse, il faudrait des milliers d'années, parce que 50% des Français sont porteurs et 95% en Europe du Nord. Dans quelques millions d'années, je ne sais pas, peut-être là on rentre dans les aléas, dans ce qu'on appelle la dérive génétique, qui n'est pas autre chose. Et elle explique très bien dans le premier chapitre de mon livre que le hasard. Le hasard, n'oublions pas que c'est la principale force qui gère nos différences génétiques entre nous. Hein. Ce que vous appelez la dérive génétique ou l'évolution génétique, on raisonne à quelle échelle de temps? Quand on prend par exemple cette tribu qui a la faculté de rester très longtemps sous l'eau, combien de temps a-t-il fallu de mutation au hasard d'après ce que je comprends, pour que ces personnes aient cette faculté-là? Au moins quelques milliers d'années. C'est-à-dire, souvent on me demande, mais avec tous les changements qui sont arrivés au XXe siècle, par exemple, l'introduction des antibiotiques, les vaccins et l'hygiène, combien de temps il faudra pour que ça se voit dans nos génomes? Revoyons-nous dans 4-5 000 ans et faisons une émission à la radio. Et alors, on se revoit dans 4 ou 5 000 ans, ou peut-être même un peu avant. Est-ce que le fait d'avoir tous des écrans, d'avoir la possibilité, parfois même le devoir de rester sur ces écrans, de manipuler des écrans, on a pu entendre que cela allait engendrer des mutations rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez? Engendrer des mutations, je ne pense pas. En revanche, si on se voit dans quelques millions d'années, peut-être certains traits de vision seront changés parce qu'on a la tendance à passer toute la journée à 30 cm d'un objet qu'on lit au lieu de regarder dans la campagne, essayer de chasser un ours. Ça veut dire que dans votre étude de l'ADN et de l'ADN fossile, il faut expliquer en quoi ça consiste et justement ce que vous découvrez au travers de ces différentes études, Luis Quintana Murci. On peut extraire aujourd'hui l'ADN des fossiles. Et on peut même, grâce à ça, comprendre le fardeau que certaines maladies ont représenté pour nos populations. Prenons un exemple concret de l'Europe. On a fait une étude au laboratoire, je l'explique aussi dans le livre, où on a étudié l'ADN de plus de 1000 Européens qui ont vécu dans les dernières 10 000 ans, de la fin du Mésolithique jusqu'au Moyen Âge. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'une mutation qui est associée à un risque accru de développer la tuberculose diminue d'une façon dramatique à partir de l'âge de fer, c'est-à-dire dans les dernières 2500 ans. Qu'est-ce que ça nous a dit? Cette étude de l'ADN ancien des anciens Européens nous dit simplement que la tuberculose était un fardeau immense pour la santé des Européens dans les 2 derniers millénaires. Alors, donc ça, c'est la tuberculose. Ça veut dire qu'il y a une évolution. Ça veut dire que si on est capable de récupérer de l'ADN, parce qu'on parlait tout à l'heure de Néandertal, on parlait de Denisova, on a récupéré une partie très partielle du corps d'un homme de Denisova. On a juste une phalange. Hein. Et avec cette phalange, vous êtes capable de recomposer la totalité du génome et donc de savoir un peu mieux qui était cet homme? Ça, c'est une excellente question. La réponse est non. On n'a qu'un seul génome de Denisoviens. Mais sur la base de tous les morceaux, de tous les gens qui habitent aujourd'hui au Pacifique Sud, qui ont tous du Denisovien. Donc on peut reconstruire, avec tous ces morceaux de matériel génétique dénisovien aujourd'hui présents au Pacifique Sud, on peut reconstruire qu'ils étaient les Denisoviens. Est-ce qu'ils étaient très divers? Est-ce qu'ils ne l'étaient pas? Donc quelque part, on peut ressusciter, grâce à l'ADN d'aujourd'hui, qu'ils étaient la population des Denisoviens. Et Jurassic Park? Là, on rentre dans la science-fiction, ouais. Mais lorsqu'on parle, par exemple, de retrouver un virus, de voir revivre un virus, là, on n'est pas dans la science-fiction. Un virus qui serait, par exemple, emprisonné en sommeil, bref. Ah oui, dans le permafrost ou quelque chose comme ça. Oui, oui.
vous pensez que cela est possible. Si l'on continue dans ce registre-là, donc on a la possibilité de récupérer de l'ADN et de faire l'histoire de cet ADN, est-ce qu'on peut aussi imaginer le futur de cet ADN, autrement dit d'avoir affaire à des convergences évolutives? Absolument. Ça, on le voit avec la capacité à boire du lait. C'est un événement, cette mutation que permet aux adultes de boire du lait est arrivée au moins 3 fois indépendamment dans l'évolution. En Europe, en Afrique de l'Est et au Moyen-Orient. Mais aussi, comme vous dites, vers où on va? Moi, j'aime bien dire, n'oublions pas que nous tous aujourd'hui, les humains d'aujourd'hui, nous ne sommes pas autre chose que les descendants de ceux qui ont survécu aux grandes épidémies. Et c'est ça qu'on essaye de faire. On essaye d'apprendre de l'expérience la plus prodigieuse qui existe, que c'est celle de la nature. Et nous en sommes tous le produit. C'est pour cela que ce livre nous concerne à chacun de nous. Nous sommes le produit du passé. Donc ce que mon laboratoire essaye de faire, c'est de comprendre comment nos gènes d'aujourd'hui, avec notre style de vie, ce que nous mangeons, notre passé vaccinal et où nous habitons, comment tout ça nous rend différentes face aux infections, face aux vaccins et face aux traitements thérapeutiques. Pour quelquefois, quelque part, s'aimer les bases de ce qu'on appelle une médecine de précision. Mais on a l'impression que l'on fait la course avec les virus, puisque on le voit depuis le début de cette pandémie. Et vous évoquez les logiques évolutives chez l'homme. Il y a, semble-t-il, aussi des logiques évolutives parmi les virus. On l'a vu avec le SARS-CoV-2. Ces logiques évolutives, elles vont, semble-t-il, plus vite chez le virus que chez l'homme. Qu'est-ce qui se passe dans cette course entre les deux espèces, Luis Quintana Murci? C'est un bordel, excusez-moi le mot. C'est ce qu'on appelle la course aux armements ou l'hypothèse de la reine rouge, c'est-à-dire on bouge tous, finalement, l'homme et les pathogènes, pour rester quelque part au même endroit. Le virus va développer des mécanismes pour mieux survivre parce qu'il a besoin de nous. Et l'autre aussi, l'autre humain en l'occurrence, on va développer des mécanismes, que ce soit via le métissage ou via des mutations qui arrivent, pour mieux résister au virus. Et alors, dans ces conditions, est-ce qu'il faut laisser faire la génétique? Puisque aujourd'hui, dans la médecine de précision, on a la faculté de déterminer si une personne est plus exposée à certaines maladies que d'autres. Dans ces conditions, il y a un certain nombre de risques, il y a aussi des espoirs. Comment percevez-vous les choses, Luis Quintana Murci? Laisser faire la génétique, pour moi, équivaut à dire laisser faire la sélection naturelle. Alors, avez-vous envie que vos parents meurent juste parce qu'on n'a pas envie de les traiter et les laisser crever sans traitement pour permettre la sélection naturelle d'envie? Moi, j'ai pas envie. Et j'ai pas envie de mourir moi-même. Mais à côté de cela, il y a aujourd'hui des connaissances qui posent un certain nombre de problèmes d'éthique. On peut par exemple, et je vous pose la question, savoir si telle personne est exposée à telle maladie, tel cancer, et cela parfois sans espoir de traitement. Qu'en pensez-vous? La prévention, vous dites, ou vous dites des maladies mortelles? La prévention ou le seul fait de savoir sans malheureusement pouvoir agir contre ces maladies-là? Bon, déjà, prévoir certaines maladies, c'est extrêmement difficile, comme Alzheimer. Au début de cette thèse récréative que vous parlez avant, on vous donnait aussi vos probabilités de développer un Alzheimer. Ça, on en est très 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 loin de pouvoir le prédire. Après, il y a des mutations, certes. Si vous avez ce qu'on appelle la mutation delta F508, vous allez développer une mucoviscidose. Point barre. Mais ça, on parle des maladies mendéliennes. Mendélienne, c'est-à-dire? Mendélienne, ça veut dire que vous avez une mutation et vous allez développer la maladie. Point barre. Mais la plupart des maladies d'aujourd'hui, la plupart des cancers, la plupart des maladies infectieuses sont ce qu'on appelle des maladies complexes. On a évoqué la génétique des populations, c'est votre discipline. Quels sont les liens avec cet autre mot que je vous propose de définir, Luis Quintana Murci, l'épigénétique? Alors, l'épigénétique, c'est tout ce qui change la fonction de nos gènes sans changer l'ADN. Épigénétique, ça vient du grec, ça veut dire aux alentours de la génétique.
Et c'est, on peut changer la fonction d'un gène sans changer les lettres de notre ADN. C'est ça l'épigénétique. Et l'épigénétique, c'est une autre façon, beaucoup plus rapide, de répondre au changement environnemental. Vous pouvez, imaginez, j'invente une situation, vous bougez, une population bouge, il va dans un endroit plus froid. Avec votre machinerie épigénétique, vous pouvez vous adapter, entre guillemets, répondre au froid d'une façon épigénétique, mais sans changer votre ADN. Parce que changer votre ADN, comme vous évoquiez avant, c'est quelque chose d'extrêmement lent. Donc on peut s'adapter à l'environnement en 2 temps. Un temps court, très rapide, très flexible, c'est-à-dire répondre d'une façon épigénétique, et un temps beaucoup plus long, que c'est attendre qu'un jour une mutation va arriver, il va vous permettre de vraiment résister à ce virus ou résister au froid, mais la partie génétique est pérenne au moins, tandis que la partie épigénétique ne l'est pas. Mais alors justement, quelles sont les fonctions, puisque vous évoquez le temps long et le temps très court de l'épigénétique, pourquoi certaines facultés demandent tant d'années à se fixer sur l'espèce humaine, tandis que d'autres pourraient survenir assez rapidement? Parce que la génétique est lente. La génétique, déjà, il faut qu'une mutation apparaisse. Au hasard. Il faut que cette mutation qui apparaît chez un individu survit la dérive génétique, c'est-à-dire le hasard encore. Que cette mutation vous rend plus fort face au paludisme et que cette mutation monte en fréquence dans la plupart des individus, des humains, pour les protéger contre le paludisme, c'est hyper difficile ça. Donc hyper lent, mais pérenne. Parce qu'il n'y a pas la possibilité acquise ou alors provoquée par d'autres situations que ces mutations ne soient pas au hasard dans l'espèce humaine. C'est-à-dire ? C'est-à-dire c'est seulement les mutations qui sont liées au hasard et pas liées à l'environnement ou liées à, je ne sais pas, l'exposition à des polluants ou l'exposition... Mais les mutations sont presque toujours au hasard. Sauf si vous mettez une bombe nucléaire, comme Tchernobyl, mais les mutations apparaissent toujours par hasard. C'est pas qu'il fait froid, il y a une entité supérieure qui décide « Ah tiens, je vais faire une mutation qui va vous protéger contre le froid ». Ça n'existe pas. On a vu ce que l'on savait. Qu'est-ce que l'on ne sait pas encore, Luis Quintana Murci? Tout à l'heure, vous allez rejoindre votre laboratoire. Quels sont les domaines de recherche où il reste encore des choses à découvrir et quels sont les enjeux de ces découvertes? En génétique de population, il reste beaucoup à découvrir. Je vous disais qu'il y a 15 ans, on n'avait aucune idée que l'homme s'était métissé avec l'homme de Néandertal et encore moins avec Denisova. Donc je pense qu'avec les outils puissants de la génomique humaine, on va aller que vers des surprises dans les prochaines 20 ans. Mais ce qui reste énormément de travail à faire, c'est utiliser cette connaissance fondamentale de la diversité de nos génomes pour mieux comprendre nos différences face à la maladie. Pourquoi vous et moi, les deux, on est des hommes, les deux plus ou moins, j'envisage, du même âge, pourquoi on a des systèmes immunitaires différents? Et c'est ça qu'on essaye de faire au laboratoire, à l'Institut Pasteur, et surtout, et ça j'y tiens beaucoup à cœur, n'oublions pas que 75% des études en génétique sont faites sur des populations européennes. Tandis que les populations européennes ne sont que le 16% des individus de la planète. Donc mon laboratoire est très attaché à travailler sur ce qu'on appelle les populations négligées, c'est un anglicisme, ça serait les populations sous-étudiées. On a travaillé beaucoup en Afrique centrale et j'ai le grand plaisir et honneur de travailler énormément maintenant avec la Polynésie française. Et juste en conclusion, Luis Quintana Murci, tout à l'heure vous évoquiez... votre colère, on peut dire ça, face au sous-financement des laboratoires en France. Cette pandémie, elle a donné lieu à un certain nombre de controverses parmi les scientifiques. Et puis peut-être que bien, la confiance en la science s'est érodée en France. Il y a un certain nombre de thèses qui circulent, qui remettent en cause le pouvoir des scientifiques. Vous vous sentez comment comme scientifique? Moi, je pense que ce que vous dites, excusez-moi, est faux. Je pense que c'est faux parce que je trouve, et même si j'oublie que je suis scientifique,
que ma mère, que c'est une femme au foyer, parle de science aujourd'hui, ça montre que grâce au Covid-19, on a vu la puissance de la recherche fondamentale, que toute une planète s'est mise à bosser pour faire des vaccins, pour découvrir, pour comprendre pourquoi les Africains répondent différemment des Européens ou des Asiatiques face au Covid. Et ça a mis la science et la recherche au centre des discussions. De la boulangère en passant pour l'avocate et en passant par ma mère. Je pense que ce que vous dites est faux parce que je pense que malheureusement, grâce au Covid, on a dû en arriver là pour que le peuple et nous tous voyons que la science, c'est ce qui nous a sauvés. Alors, on salue votre maman, et puis j'imagine qu'elle a déjà lu votre livre, donc elle a pris du bon temps, elle a appris beaucoup de choses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses dans Le peuple des humains, sur les traces génétiques des migrations, métissage et adaptation. Et cet ouvrage est publié aux éditions Odile Jacob. Merci de nous avoir rendu visite, Louis Quintana. C'était un grand plaisir. Merci.